Gabriel Attal, bonjour. Bonjour. Et merci d'être présent donc, à ce coworking Génération d'Avenir à l'Assemblée nationale Salle Colbert. Député des Hauts-de-Seine, porte-parole de La République En Marche, quel regard portez-vous aujourd'hui sur notre jeunesse française, vous qui êtes l'un des plus jeunes députés ici à l'Assemblée nationale? Le regard que je porte sur la jeunesse, c'est que contrairement à ce que certains laissent penser ou certains voudraient croire, on a une jeunesse qui a envie de s'engager. Qui ne sait peut-être pas quels sont les meilleurs vecteurs pour s'engager, parce que ces vecteurs classiques que sont les partis politiques ou certaines associations ont vécu, qu'il faut les renouveler. Mais en tout cas, elle a envie de s'engager, il faut lui donner les moyens, les biais pour le faire. Et votre think tank, ce que vous faites, c'est exactement ce qu'il faut, c'est-à-dire donner un espace, créer un espace qui permet à tous les jeunes qui le souhaitent de contribuer, et puis aller chercher des jeunes qui peut-être instinctivement ne se disent pas qu'ils ont envie de participer, mais qui, quand on va les chercher, quand on leur explique ce qui est possible, vous rejoignent. Donc c'est extrêmement positif. Alors nous sommes ici donc aujourd'hui pour parler du numérique, numérique et culture, numérique et citoyenneté. Qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui pour introduire le numérique à l'école et dans l'enseignement supérieur? Le numérique, c'est un enjeu majeur, et il faut que l'école de la République en prennent pleinement la mesure et soient en capacité d'apporter une vraie formation aux jeunes en la matière. Ce qu'on fait avec la réforme du baccalauréat, c'est-à-dire créer une nouvelle discipline, une nouvelle matière, les humanités scientifiques et numériques, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est pas uniquement, c'est pas les cours classiques d'informatique qu'on connaît, où on apprend à taper sur un clavier, c'est un moment de construction d'esprit critique, de réflexion sur l'impact du numérique, l'impact des sciences sur la société, sur le monde du travail, sur l'éducation, sur la culture, bref, sur toute la société, et la capacité de donner aux lycéens la possibilité d'avoir une vraie réflexion sur le sujet et de construire un vrai esprit critique sur ces questions-là, une vraie approche de ces questions. Ouais, le numérique peut peut-être aussi apparaître comme un vecteur de cohésion des territoires, on le sait. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de territoires ruraux qui sont fibrés en France. La 4G, puis dans quelques années, la 5G sera également un enjeu majeur. Je suppose que vous êtes investi, vous travaillez peut-être avec les opérateurs ou l'ARCEP, l'autorité de régulation des télécoms. Oui, il y a un accord très important qui a été trouvé, historique, qui a été trouvé par le gouvernement avec les opérateurs de téléphonie et avec l'ARCEP, qui va permettre de couvrir les zones blanches, de couvrir les zones grises et tous ces territoires où aujourd'hui on ne capte pas avec son téléphone, on a beau faire le tour du jardin ou aller au bout de la rue, on n'a pas de réseau, et ça c'est un frein énorme pour le développement de ces territoires, pour l'accès au savoir, l'accès aux informations, et donc ça va être levé progressivement dans les années qui viennent avec cet accord historique qui a été trouvé. Parlons un peu d'autre chose, l'actualité qui nous entoure, c'est évidemment le SNU, en ce qui concerne en tout cas la jeunesse. Où en est ce projet? On sait que c'est quelque chose qui fait énormément débat, savoir effectivement si le SNU doit être ou non obligatoire, et puis la question aussi de la durée. Vous seriez plutôt sur le credo du 1 mois, divisé en 2 semaines, 2 semaines? Oui, le président de la République s'était engagé pendant sa campagne à un service militaire obligatoire d'1 mois. Moi, ça me semble être une bonne approche. Il y a un groupe de travail qui est fait d'experts, des experts des politiques de jeunesse, des experts, des sociologues, des personnes qui sont issues aussi de l'armée pour réfléchir sur ces questions-là, qui a avancé, qui propose un schéma avec 2 fois 2 semaines. Maintenant, moi, ma conviction, c'est que pour que ça soit une réussite, et ce sera une réussite, il faut qu'il y ait une vraie co-construction avec les jeunes. Et là, on entre dans une phase on va permettre à tous les jeunes de s'exprimer, de faire des propositions et de co-construire ce service national pour en faire un vrai outil attractif pour les jeunes. L'idée, c'est de créer du collectif, d'avoir un vrai creuset républicain, de permettre d'avoir une porte qui s'ouvre sur l'engagement. Et donc, dans les mois qui viennent, il va y avoir des consultations qui seront organisées dans les lycées, dans les territoires pour permettre aux jeunes de s'exprimer. Il y a une plateforme numérique qui va être mise en place et j'invite vraiment toutes les personnes qui nous regardent, tous les jeunes qui sont intéressés à aller contribuer sur cette plateforme qui va ouvrir pour donner des idées. On a les fondements qui ont été annoncés par le président. Maintenant, il faut construire les murs, les portes, les fenêtres, et ça, on va le faire avec les jeunes. Et les principaux détracteurs de ce projet appuient sur l'aspect financier, disant que ça va coûter extrêmement cher pour un résultat peut-être au final qui ne serait pas à la hauteur. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous, à toutes ces personnes? Moi, je leur réponds d'abord que c'est difficile d'avoir une approche budgétaire au moment où on ne sait pas encore quelle est la manière dont ça va fonctionner. On ne peut pas chiffrer aujourd'hui un projet qui n'a pas encore été ficelé. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas une dépense inutile. On pourrait dire que ça coûte trop cher si on considérait que l'argent n'était pas utile. Ouais. Mais c'est de l'investissement.
Est-ce que si avec ce service national, on permet de vraiment créer du collectif, qu'on permet à des jeunes qui ont envie de s'engager de le faire avec un service civique ou dans l'associatif, et qu'on permet de rattraper peut-être des jeunes qui sont en décrochage, il y a 1,5 million de jeunes chaque année qui sont des NEET, ce qu'on appelle, c'est-à-dire sans qualification, sans formation, sans travail. Si ça permet d'être un outil de lutte contre le décrochage et d'insertion de jeunes qui sont peut-être en train de décrocher, c'est un investissement majeur qui permet aussi des économies. Donc moi, j'y suis très favorable. Terminons sur les fake news. Gabriel Attal, projet de loi qui a été présenté ici même à l'Assemblée nationale au début du mois, 6 mois après la création de la chaîne Russia Today France, qui d'ailleurs a reçu un premier retocage par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, c'était cette semaine. Comment faire la distinction entre une actualité et la rédaction d'un opinion sur un grand journal ou sur un grand média? Mais alors, c'est pas un projet de loi, c'est une proposition de loi d'abord. Et moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que c'est à l'initiative des députés. C'est nous qui avons porté ce sujet-là, sachant évidemment que le président de la République y était favorable et le souhaitait fortement. On n'est pas du tout avec ce texte dans la volonté de définir ce qui est vrai ou faux, la vérité du faux dans des opinions qui sont relayées par des journaux, etc. On est dans la lutte contre des fausses informations, c'est le premier critère, mais surtout qui sont diffusées massivement et automatiquement via les réseaux sociaux, via Internet, pour déstabiliser des élections. Donc là, vous avez des critères qui bornent quand même les choses. Concrètement, avant la veille du vote du Brexit, vous avez 150 000 comptes Twitter anonymes qui ont envoyé des fausses informations sur l'Europe et sur le Brexit à des millions d'électeurs britanniques. Ces comptes Twitter, ils étaient anonymes, ils étaient hébergés dans un pays étranger. Comment ne pas imaginer que sur un scrutin aussi serré, ça n'a pas joué un rôle dans le résultat final? C'est ça qu'on veut empêcher en France. On veut que les Français continuent à décider pour eux-mêmes et par eux-mêmes, qu'ils puissent décider quels sont leurs représentants sans que certains viennent faire de l'ingérence. Donc, sur cette période, qui est celle de la campagne électorale, on va faire en sorte qu'il y ait une vraie transparence sur les contenus qui sont sponsorisés, donc qui sont automatiquement diffusés à grande échelle. Qui paye, combien il paye, pourquoi il paye. Ça, c'est le point important. Le juge sera en capacité, sur référé, de retirer des contenus dont on estime qu'ils sont manifestement faux et surtout automatisés et diffusés à grande échelle pour perturber le scrutin. Je fais confiance à la justice, moi, pour être en capacité d'identifier si ces critères sont remplis. Et puis, encore une fois, il y a le sujet ensuite de la capacité à décrypter l'information. Et ça, c'est un sujet structurel. Et le premier vecteur pour s'engager là-dedans, c'est l'école. Il faut que l'école ait un vrai service public d'éducation aux médias. Il y a aujourd'hui des organismes comme le CLEMI qui font des travaux extrêmement intéressants. Il faut accroître l'échelle de ces travaux. La ministre a annoncé qu'elle doublait le budget de l'éducation aux médias. Et donc, on va permettre dans beaucoup plus d'établissements d'avoir ces outils de décryptage de l'information donnés aux jeunes pour se construire une conscience critique, un libre arbitre et la capacité à décrypter les informations. France TV Slash également, donc, qui s'est lancé sur le site de France Info. Merci beaucoup Gabriel Attal d'avoir accepté de répondre à nos questions.